Aujourd'hui, aux zones clandestines, on va parler militaire, puisque mon invité est un ancien négociateur régional de crise de la gendarmerie. Dans le cadre de son métier de gendarme et dans l'armée, il est souvent parti à l'étranger en mission en Amérique latine, ce qui va nous donner l'opportunité de traiter des opérations extérieures, ces fameuses OPEX, mais aussi des opérations hors métropole. Partir en OPEX est une chose, en revenir, c'est une autre. C'est les risques du métier, vous me direz, mais parmi les risques en opération, il y a le phénomène de syndrome de stress post-traumatique dont on parle beaucoup, mais qui au final demeure assez méconnu. Enfin, nous évoquerons au travers de deux associations dont préside notre invité, les lignes de reconversion et l'accompagnement fournis aux anciens militaires dans le retour à la vie civile. Mais pour l'heure, accueillons Thierry Millas. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors Thierry, en fait, je suis ravi de vous recevoir. Pouvez-vous nous retracer votre formidable parcours, qui vous étiez, jusqu'à votre actualité du moment? Écoutez, merci beaucoup de me donner la parole ce soir. Parcours formidable, je dirais plus un parcours où j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires et de pouvoir développer des compétences et des expériences. Ben, tout a commencé par un service national dans les forces spéciales. J'ai eu la chance de faire partie, mais on pourra en parler après et le développer. Dans les forces spéciales, donc au 13e régiment de dragons parachutistes, un service national fort intéressant et Oui. qui m'a ouvert les portes sur le, comment dire, le monde des forces spéciales et des missions un peu particulières. Mais avant ça, faisons un flashback vraiment en arrière. Votre milieu familial dans lequel vous évoluez, c'est quoi? Alors, le milieu familial, je suis né en Espagne, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans, je suis allé à l'école espagnole. Mon père, c'était un homme d'affaires qui s'est été installé dans les années 60, donc 60-65 en Espagne, Mhm. avec ma maman. Ma maman a tout quitté, donc ils habitaient Nice. Elle est partie, elle a absolument tout quitté, famille, travail, tout, par amour. Et elle a rejoint, ils sont partis tous les deux, plutôt, ils sont partis tous les deux C'est s'installer en Espagne. formidable. Voilà. Formidable, on lui passe un petit bonjour à votre maman, d'ailleurs. Oui, elle est toujours vivante et elle a la pêche, des fois même plus que moi. Donc vous baignez dans une ambiance sereine, en fait, finalement, une enfance heureuse. Bah, je baigne dans une enfance heureuse, oui, mais par contre passionné de tout petit par l'armée et les sports de combat, qui vont être mes deux passions tout au long de ma vie. Aux grandes dames de mon papa, qui était un homme d'affaires et qui aurait bien aimé que je reprenne ses affaires en Espagne après lui, mais j'avais cette passion en moi. Et donc, ben, je suis parti très jeune sur cette voie des parachutistes et après en gendarmerie pendant 31 années. Pourquoi les parachutistes au début? Pourquoi les parachutistes? Parce que je suis dans une époque, par rapport à mon âge, je suis dans une époque où je lis beaucoup des livres militaires. Bon, déjà, je suis passionné par l'armée, mais des livres militaires d'Erwan Bergo, de Mhm. Pierre Sergent, de gens comme Mhm. ça, et qui mettent en avant les prouesses et la vie des commandos, des parachutistes, des forces spéciales, des militaires en opération extérieure. Donc il y a tout un Et cérémonial en fait autour, une sorte d'univers en fait au départ livresque en fait qui vous donne envie de rentrer dans les forces et qui plus est les paras. absolument, et ça commence par une préparation militaire parachutiste très jeune, à 17 ans et demi, avec l'accord de mes parents. Et de là, après, je fais un petit passage à l'université, mais je m'ennuie. Oui, alors Je- on va passer en effet tout ce passage sur le bac. Vous obtenez votre bac en fait en 87. Vous avez fait une année d'université en fait à Nice oui, après votre service national. Et vous, j'ai lu en fait sur votre bio que vous gagnez les championnats de Languedoc de Kung Fu Wushu, je prononce bien? oui, de Kung Fu Wushu en technique et en combat. C'était, je crois, les premiers championnats dans les années 90 qui se faisaient dans la Languedoc-Roussillon et je les gagne. Je m'étais entraîné en fait. Alors, les profs d'université ne devraient pas écouter ce que je vais dire, mais je passais plus mon temps à m'entraîner en sport de combat que d'aller en cours. Donc, je gagne les Ouais. championnats, mais par contre, j'ai pas été un bon élève pendant un an à l'université. Alors, on peut pas être bon partout, hein, de Non, mais toute façon. je l'avoue, je m'ennuyais. J'avais soif d'autre chose. Très bien. Votre passion des arts martiaux et sports de combat vous a forgé un peu votre esprit, non?
Ça m'a beaucoup aidé à affronter beaucoup de situations dangereuses et difficiles, des situations aussi à la fois familiales, comme beaucoup on a été impacté hein, par des situations familiales des fois difficiles, et surtout dans le travail. Oui, dans le travail, ça m'a permis de garder le calme La dans des rigueur, situations, ouais, le calme, la rigueur, la pugnacité, l'esprit de dépassement de soi, euh, l'abnégation. l'abnégation, plein de choses, et surtout tout ça en relation avec l'amour de ma patrie, de mon pays, comment dire, et toujours appliquer des devises qui ont toujours été protéger et servir et défendre les plus faibles. Mais ça aussi, ça rejoint l'esprit des arts martiaux où on est là aussi, enfin on est là. On s'entraîne aussi, pas passion, mais aussi pour, en théorie, normalement, défendre les plus faibles. Et c'est ce que vous allez faire pendant une longue carrière de plus de 30 ans, dont on va un petit peu décortiquer les moments clés. Dans l'armée, en fait, vous avez deux trajectoires. Il y a une trajectoire, notamment en métropole, et une trajectoire à l'étranger. Vous allez d'abord nous parler de votre expérience, en fait, en France. Oui, alors, il y a l'expérience que j'ai commencé par le service national, comme je disais, dans les forces spéciales, dans un régiment de forces spéciales, le 13e régiment dragons parachutistes, dans les équipes de recherche aéroportées. Et pour l'appeler que j'étais, ça a été quelque chose d'extraordinaire, de toucher du doigt des gens qui partaient de l'autre côté du pacte de Varsovie. Donc là, je rappelle le contexte, 1988, le mur de Berlin existe toujours. Et je côtoie des militaires spécialisés qui vont faire des missions de l'autre côté du pacte de Varsovie. Et ça, c'est intéressant, en fait, parce que bon nombre de jeunes qui veulent rentrer dans l'armée et qui nous écoutent sont déjà en admiration, je pense. Disons qu'il y a plein de choses à faire dans l'armée, il y a plein de parcours fort intéressants, des expériences à avoir, côtoyer des gens extraordinaires et apprendre beaucoup avec eux. Et moi, j'ai beaucoup appris pendant mon service national. J'ai réussi, en 12 mois, j'ai passé mon brevet de skieur militaire. J'ai passé mes compétences en observateur commando, c'est-à-dire pouvoir être infiltré de nuit, Mhm. marcher toute une nuit avec un sac très lourd, Mhm. s'enterrer et rester dans une cache et observer, faire du renseignement. Donc, j'ai fait ça en tant qu'appelé, mais ce qui est extraordinaire, c'est je rends hommage, moi, à mes camarades qui, eux, ont fait toute leur vie dans ce genre d'unité. Et je mesure comment dire, L'engagement, l'engagement et leur passion aussi, parce qu'ils la font ça passion. par passion, par passion. Mhm. Oui, d'ailleurs, en fait, cette passion, parlons-en, elle vous conduit où après, en fait, cette passion? Ben après, je rentre en gendarmerie, puisque j'ai fait un choix. J'aurais pu repartir dans les parachutistes, ce qui me tentait beaucoup, mais j'étais déjà avec la personne qui deviendra ma future épouse pendant plus de 20 ans, et je me suis dit, ce parcours-là qui m'attend, que j'ai touché du doigt, n'est pas très compatible avec une vie de famille. Déjà très jeune, je le comprends. Et je fais plutôt un choix gendarmerie où à la fois je vais pouvoir faire un métier de militaire tout en étant dans une idée de défendre ma patrie et mes concitoyens en sécurité publique et tout en étant donc aussi militaire puisque cet esprit militaire ne me quittera jamais. Donc j'ai fait le choix de partir dans les années 90. Je rentre en gendarmerie Mhm. D'accord, en avec 90, en fait, c'est le début de votre période donc gendarmerie. absolument. Mobile. Alors, après mon école de gendarmerie, enfin, je suis affecté plutôt en gendarmerie mobile dans un petit escadron de province en Ardèche, Bourg-Saint-Andéol, Mhm. donc qui me donne le goût du sport, puisque là-bas, à l'époque, on Ah faisait oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport de combat, randonnée, parcours de tir, parcours d'obstacles, VTT, et rappel. C'est là où j'ai fait mon premier rappel pendulaire sur une paroi de 80 mètres. Ah oui, ça m'est jamais Et, arrivé, je vous le garantis. et donc, c'est assez, comment dire, stressant, quoi. Les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas de stress sur un rappel pendulaire de 80 mètres, Ouais. je n'y crois pas. Donc, Non, ça c'est clair. Ça faut c'est clair, je veux combattre, bien vous voilà. croire. Faut combattre sa peur, on va dire, et apprendre à se maîtriser et à la maîtriser, cette peur qui est en vous.
parce que c'est pas évident de faire ça. Et ça, Donc c'était voilà, la période, en fait, donc de 91 à 95, voilà, gendarmerie gendarmerie mobile, mobile. où je suis dans les équipes ça s'appelle les équipes légères d'intervention. C'est pour ça que je m'entraîne un peu plus que les autres. D'accord. Puis ensuite, en fait, en 95, qu'est-ce qui se passe, 99? 95, je suis capté, on va dire, par mes compétences hispaniques, puisque je parle couramment espagnol. Et je suis capté dans un service d'information, enfin un service de coopération internationale qui s'appelle le SIREN France, Système d'information requis à l'entrée nationale. D'accord. Et c'était donc à 95, un peu au début de l'ouverture des frontières Schengen. Ça existe Oui, toujours, ça? ça existe toujours sous une autre appellation. Le SIREN existe toujours, mais il est englobé dans ce qu'on appelle l'UCCPI, je crois que c'est maintenant c'est l'unité de coopération internationale du ministère de l'Intérieur, voilà, qui se trouve à Nanterre. Voilà. D'accord. Donc, D'accord. il existe toujours, il en fait toujours partie. Il a été intégré dans cette unité. Enfin, ça s'appelle exactement, maintenant, je crois que ça s'appelle la Scopol. Voilà, ça s'appelle la Ah, Scopol. d'accord. Vous voyez avec les années. Vous avez une petite anecdote, non, concernant Oui, d'ailleurs c'est cette pas. mission d'interprétariat en Alors, 99 en espagnol. ben, en 99, juste avant de quitter cette unité, puisque je partirai après en ambassade, je suis requis par le magistrat qui est donc dans cette unité, puisqu'on avait un magistrat en permanence. Et il me dit, écoute, j'ai besoin de toi pour aller faire une séance d'interprétariat au profit d'une affaire où il y a le directeur des affaires criminelles et des grâces qui reçoit deux procureurs espagnols dans le cadre d'une affaire internationale où il y a eu des victimes françaises en Espagne, du côté de Bagnoles, je crois en Catalogne, Mhm. de mémoire. Et donc, je fais cette séance d'interprétariat pendant 2 jours où j'accompagne ces procureurs espagnols. Je suis avec le directeur des affaires criminelles et des grâces et deux magistrats français de l'INAVEM, l'Institut national d'aide et de médiation aux victimes, qui est D'accord. place Vendôme. Et donc là, je fais une séance d'interprétariat de très très haut niveau. Donc, c'était vraiment un challenge pour moi, parce que c'était la première fois que je faisais une séance d'interprétariat de si haut niveau avec un directeur de ce niveau. Et donc, on se retrouve, l'anecdote, c'est qu'on se retrouve à la Tour d'Argent. Je pense que beaucoup connaissent la Tour d'Argent sur Paris. Mhm. Oui, Au j'ai der- de nom, en fait, de Voilà, réputation, en fait. voilà. Et donc, je me retrouve à la Tour d'Argent. Dans ma tête, je me dis, tiens, je vais peut-être goûter des plats que plus jamais de ma vie, j'aurai Ouais. l'occasion de goûter. C'est- Et en fait, ça se passe pas du tout comme je pensais. C'est que les magistrats, les directeurs des affaires criminelles et des grâces parlent tout le temps. Moi, je suis au milieu, je vois les plats passer. Mhm. Et je n'ai pas touché, pendant tout Un le plat. repas, je n'ai pas touché un plat. J'avais, j'avais, j'avais le serveur qui était à côté de moi, qui me regardait, qui était désolé. Je regardais dans les yeux, je dis non, vas-y, enlève-moi le Ah ouais, plat. c'est vrai. Et à la Ah fin, là, là, c'est... et à la fin, quand tout est terminé, le repas est terminé et qu'on va passer au café, j'ai quand même un magistrat qui me dit, mais vous n'avez rien mangé? Ah, j'ai dit non, j'ai pas eu le temps. Thierry, une confidence. Est-ce que vous Hum, êtes déjà retourné à la Tour d'Argent? Jamais, Jamais. jamais, jamais. Non, ça c'est dans les rêves pour moi. Pour quelqu'un comme moi, c'était dans les rêves. Voilà, donc c'est Ok. une petite anecdote. Et, Mhm. en- et ensuite, après ce passage dans le service de coopération internationale, où je suis aussi le référent pour la coopération avec toute l'Espagne, pour la petite histoire, en fait, je travaille Mhm. beaucoup avec l'Espagne, où là, je me Oui. fais des amitiés de 20 ou 25 ans. C'est-à-dire encore aujourd'hui, on se parle avec ses collègues espagnols. Je pars en ambassade, donc de 99 jusqu'en 2002, à l'ambassade de France au Nicaragua. Alors Donc, peut-être en fait qu'on va s'arrêter quelques instants en fait là-dessus sans aller trop vite en fait parce que il y a l'autre trajectoire. Il y a une trajectoire métropole et puis il y a la trajectoire OPEX mm, hors métropole. oui, Vous nous direz peut-être la différence entre OPEX et hors métropole. Je l'ai oui, appris moi, mais c'est mieux que vous l'énonciez. Euh, à travers en fait ces expériences en fait à l'étranger, il y a eu trois expériences. On a choisi trois expériences. J'ai choisi trois expériences en fait clés de notre parcours, qui est celui au Nicaragua, ensuite l'expérience en Irak et pour finir à Saint-Martin. Voilà. Là, absolument. vous pouvez reprendre le discours en fait sur le Nicaragua. Voilà. D'accord. Donc, Moins bien. pour reprendre donc votre Mon explication, plan. votre plan, votre explication, oui, effectivement, alors il y a eu un parcours en métropole que je ne vais pas trop m'étendre, mais je dirais que j'ai fait plein de choses pendant ce parcours en métropole, du peloton de surveillance et d'intervention. J'ai fait de la brigade territoriale, j'ai travaillé dans les Ouais. offices centraux de coopération à l'international et orienté sur l'Espagne, l'Italie et toute l'Amérique latine.
Et Vous j'ai êtes une également. mine de connaissances, en fait. Non, En termes j'ai d'expérience, en fait, c'est une chance, en j'ai- fait, de vous avoir aux ondes clandestines pour nous apprendre tout ça. C'est, j'ai eu la chance d'être, souvent je dis, j'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Les gens qui m'ont fait confiance. Mais par contre, j'avais une soif de connaissances et comment dire, de connaissances et d'expérience. Alors, Qui a fait. Nicaragua, Alors, Nicaragua, chargé de sécurité diplomatique à l'ambassade de France à Managua. Managa. à Managua, Managua, donc Managua, Managua, exactement. Managua, Managua. Amérique centrale. Ben, écoutez, ce fut sans doute mon plus beau, comment dire, ma plus belle expérience à l'international. J'ai passé 3 ans extraordinaires. Mhm. Alors, l'appellation exacte, c'est garde de sécurité, C'est mais vous qui aviez demandé à partir? oui, on est volontaire. On est volontaire pour partir. Après, on est sélectionné sur différents critères. Et donc, moi, j'ai eu la chance de partir, puisqu'on est très peu, hein, on est très, très peu à partir chaque année. Mhm. Peut-être qu'il y a des relèves à peut-être une centaine de 90, 100 personnes par an. Vous voyez, c'est très peu. Personne, je parle de gendarmes. Je parle de Oui, bien gendarmes. sûr. Et donc, j'ai la chance de faire 3 ans là-bas, où là, on s'occupe de la sécurité diplomatique des biens et des personnes de l'ambassade et du consulat de France dans ce pays, enfin dans les différents pays, mais là, en l'occurrence, pour moi, c'était le Nicaragua. On s'occupe de la sécurité de la valise diplomatique. C'est nous qui transportons la valise diplomatique à l'aéroport et on va la Oui, chercher, où dedans, il y oui, a les courriers, etc. Voilà, les courriers de l'ambassade. d'accord. Nous Donc, c'est la accueillons. protection aussi de cette valise. Ouais, oui, c'est la protection, l'accompagnement de cette valise et aussi on reçoit aussi, on accompagne aussi les. Il faut savoir qu'il y a aussi le service de la valise diplomatique envoie des personnes. À aucun moment, en fait, cette valise doit être interceptée. Ah ben cette valise, on ne doit pas la C'est le quitter de but. vue. C'est le but. On est collé à cette valise, on ne la quitte pas Ouais. jusqu'à la mener au comptoir de la compagnie aérienne qui va la prendre en charge. On fait les papiers, puis après elle part. Mais ça, c'est la valise diplomatique normale. Mais après, vous avez la valise diplomatique accompagnée, où là, Mhm. c'est carrément une valise qui ne quitte jamais son porteur, qui vient depuis Paris et qui l'accompagne jusqu'à l'ambassade. Et nous, on va chercher ce porteur de valise diplomatique accompagnée qu'on appelle. Donc, j'avais cette mission-là aussi. J'avais la mission de la sécurisation aussi de la résidence de l'ambassadeur. Donc, j'ai une ambassadrice et un ambassadeur en 3 ans. Ouais. Et surtout, je me suis très vite intégré au milieu latino-américain au Nicaragua, puisque je suis rentré dans un club de karaté contact et de jiu-jitsu. Et là, j'ai fait 3 ans de Pourtant, karaté. vous n'aviez aucune barrière de la langue. Non, aucune. D'ailleurs, beaucoup de gens me disaient qu'ils pensaient que j'étais même nicaraguayen, marié Ouais. avec une Française, pour vous dire. D'accord, d'accord. Et, et- et quand j'allais à l'aéroport, puisque le responsable de la compagnie aérienne, qui était à l'époque Iberia, avec qui on travaillait, ben, c'était devenu un ami. Et en fait, les gens croyaient, comme j'étais tout le temps à l'aéroport, les gens croyaient même que je travaillais à l'aéroport, que je ne travaillais même pas à l'ambassade, pour vous dire, tellement j'étais bien intégré dans le milieu latino-américain. Très bien adapté, en fait. Et puis ensuite, après cette expérience, donc, avant de quitter le Nicaragua pour l'Irak, il y a eu une petite histoire, en fait. Vous aviez une petite histoire dans avec le haut fonctionnaire de défense. Oui, ben, je reçois le haut fonctionnaire de défense qui est, on va dire, le diplomate le plus élevé, avec le niveau le plus élevé, qui s'occupe de la sécurité diplomatique pour les affaires étrangères. Donc, ce monsieur, le haut fonctionnaire de défense, donc, entre guillemets, ben, va faire des visites régulières dans les différentes ambassades. Et un jour, je le reçois à l'ambassade, enfin, il est censé arriver à l'ambassade de France et on m'envoie le chercher à l'aéroport. Il a été très étonné parce que la Mhm, première personne qu'il a vue en sortant du cockpit, mhm, chose qui, ça lui arrive très rarement, de ce que j'ai compris à l'époque, de ce qu'il m'a expliqué. Première mhm. personne, c'est moi. Il me voit moi. C'est-à-dire que moi, Mhm. j'ai dépassé tous les contrôles de sécurité. Je suis carrément devant lui quand il sort du cockpit, enfin du cockpit de la cabine, on va Ah dire, oui. de l'avion, et même bien avant les contrôles. Et là, je me présente à l'ambassade de France, tout ça. Bon, il ne me dit rien, et puis il me dit, j'ai dit, donnez-moi votre passeport. Il me donne son passeport. Et là, on passe devant tout le monde. Alors, c'est vrai que c'est pas, comment dire, il y a Oui, c'est peut-être pas ou urbain. c'est pas très urbain, mais c'est un peu mon rôle de lui faciliter les choses et de lui montrer qu'on est bien intégré dans le pays. Et Ouais, là, je lui démontre, puisqu'il me donne son passeport, et là, on passe devant la police, la douane, devant tout le monde, mais alors presque s'il ne le regarde même pas, je passe devant tout le monde, il me tamponne son passeport, il me dit, ah, c'est toi, ok, direct, vas-y, passe. Et donc là, direct. je pense que j'ai marqué des points, puisque le haut fonctionnaire de défense, après,
quand je le ramènerai Ah, le lendemain, on est au salon protocolaire oui. avant de reprendre son avion. Et il me dit, vous savez, j'ai rarement vu ça, les gardes de sécurité qui sont aussi fluides à l'aéroport, et ça se passe aussi facile. Et Alors, là, et là, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est ma deuxième maison, l'aéroport. Et donc, il rigole, et puis il me dit, ça vous intéresse pas, la valise diplomatique? Parce qu'en fait, il m'a même ah, proposé d'aller travailler à la valise diplomatique. carrément. J'aurais passé ma vie à voyager, en fait. Et je lui ai dit, non, c'est très gentil, mais que j'avais déjà un plan de prévu de retour, parce que je devais rentrer au cours des mois qui suivaient, je devais rentrer à Paris. J'étais capté par un service de coopération internationale de la gendarmerie. Donc vous retournez à Paris, il y a une expérience à Paris en fait qu'on va Voilà, une expérience, passer, voilà, et puis vous coopération internationale. repartez en Voilà. 2005, non, c'est pas ça? Alors, ensuite, en 2004, je demande à retourner 2004. sur le terrain. Je Hmm. dis, tiens, je veux retourner sur le terrain. Et là, je me fais affecter en Auvergne, au peloton de surveillance d'intervention de Thiers, en Auvergne. Oui. Là, je passerai, pendant que je serai en train de faire mon travail d'équipier gendarme de PSIG, je passe mes sélections pour devenir négociateur de crise régional. Et on Hmm. est sélectionné, on est 8 à être sélectionnés sur un peu plus de 100 candidats. Et je vous parle de ça, c'est en 2006. Les sélections devaient être donc drastiques en fait sur juste si on fait un aparté sur les négociateurs de crise régionale en fait, sur quels critères en fait ils vous recrutent l'expérience en fait, puis après le Alors, ils regardent tout le ouais, cursus. ouais, Vous êtes reçu par deux membres, deux négociateurs, deux référents négociateurs du GIGN. mhm, On vous fait aussi passer des tests psychotechniques avec des psychologues. d'accord. Et ils ont tous les résultats. Et quand vous passez devant eux, ben, en fait, ils vous triturent comme il faut, hein, pour voir ce que vous avez ce que vous avez dans le C'est ventre. dur. Mais en même temps, vous passez haut la main, enfin pas haut la main, mais vous On va passez dire les que tests. je fais partie des 8. Je fais partie des 8 sur les 100. Voilà. L'élite, l'élite. Les 8. Les 8. L'élite, je ne sais pas, mais les 8, oui. Je fais Et puis partie des 8. ensuite, Voilà. il y a Et, cette mission oui, d'OPEX de 3 mois à Bagdad, en Irak. Le contexte, le contexte, 2005. oui, c'est un contexte où les Américains sont présents, où ça bombarde. On ne peut pas dire bombarder, mais il y a des attentats. Il y a des attentats continuels tous les jours de voitures piégées, camions et voitures piégées, des attaques à la Kalachnikov, des mines piégées. Ça vous fait Enfin, pas peur, ça, en fait, quand vous ah apprenez ben, ça? déjà, quand on me dit tu vas faire une mission en Irak, je me dis bon, Ouais. ok. Et ils me disent ben déjà, l'arrivée en avion est déjà Mouvementé? folklorique, ouais, mouvementée, puisque vous prenez un avion à Amman en Jordanie et il vous emmène juste au-dessus de Bagdad. Et en fait, il se pose dans ce qu'on appelle dans un cône de sécurité dans lequel ben, l'avion va tourner très vite et va se poser d'un coup. Voilà. Donc, ah oui, oui, ah oui. Ah oui, c'est impressionnant. Ah oui, 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 je m'en rappellerai toute ma vie, oui. Et, et Ouais. donc, et donc là, après, je fais 3 mois à l'ambassade de France à Bagdad, dans un contexte très dégradé, avec des attentats continuels dans tous les sens. Hmm. Euh, Mais et vous êtes donc, cité. J'ai cru alors, voir, en fait, sur votre oui, fiche. oh, je suis cité au corps d'armée parce que c'est la médaille de la Défense nationale avec une citation au corps d'armée. Ah, il faut, Ah, c'est une reconnaissance. oui, c'est une reconnaissance d'avoir été là-bas à un moment donné, on va dire, quand il y a un attentat qui sort un peu de l'ordinaire, qui se passe à peu près à vol d'oiseau, on va dire à 200 mètres de l'ambassade. On a l'impression que c'est à côté. Est-ce Et que c'est là-bas qu'il y a eu, vous me racontiez en off, une blast, une explosion, en fait, et vous avez été soufflé par alors, l'explosion? je suis dans l'ambassade à ce moment-là, Oui. et donc il y a tentative, je dis bien tentative d'attentat dans le sens où c'était une bétonnière. C'était une bétonnière piégée avec Oui. un kamikaze à l'intérieur qui pilote la bétonnière et qui tente de rentrer dans les sous-sols. Son but était de rentrer dans les sous-sols et de venir percuter, on va dire, dans les sous-sols et faire sauter, faire s'écrouler l'hôtel de mémoire Sheraton Palestine, qui était l'hôtel où il y avait tous les journalistes américains, etc., du monde entier qui étaient là. Et ça aurait fait, je Et pense, comment ça se passe? Alors, du coup, vous l'avez fait ben, sauter? en fait, non. En fait, ils se font, enfin, le chauffeur se fait contrôler, arrêter avant d'arriver à Ah, l'hôtel par des policiers.
Mhm. Et quand il voit qu'il ne peut pas avancer, qu'il est bloqué, ben, il fait exploser la bétonnière à côté de l'hôtel. Ah oui. Et là, à ce L'autre- moment-là, vous ressentez le blast. Ah ben là, Ouais, c'est 500 kilos, on estime à 500 kilos d'explos dans la bétonnière quand ça explose. Donc ça fait un effet de place, un effet de souffle, où ça vous bouge tout dans l'ambassade, ça traverse les murs. J'ai un collègue comment dire, qui s'occupe de la protection rapprochée de l'ambassadeur, qui à ce moment-là fait des tractions dehors dans le jardin, et je ouais. pense qu'il s'en souviendra lui aussi toute sa vie, ouais, de l'effet de Ah blast et ouais. l'effet sonore. Voilà. Bon, en tout cas, vous revenez après votre période d'Irak des 3 mois, en fait, vous revenez en France. Oui, Et qu'est-ce qui se passe après, en fait, cette période-là? bah, je continue ma mission de peloton surveillance d'intervention, et ensuite, bah, à la fin vers 2008, je repars en mission à l'étranger À Saint-Martin. sur l'île de Saint-Martin, où Oui. j'y ferai 3 ans. 3 ans. euh, alors là, on est dans un autre contexte, on est dans un contexte outre-mer. Mais je vais faire un focus sur ce contexte, qui est Mhm. aussi m'a marqué à vie. Mhm. L'île de Saint-Martin, qui semble être une île paradisiaque. Il y a l'île de Saint-Barthélemy juste à côté, hein, c'est juste à côté, hein. Oui. Euh, donc, c'est les Antilles françaises, paradisiaques, etc. Seulement, c'est une île où, à l'époque, en 2008, quand j'arrive, il y a un homicide par mois et 250 vols à main armée par an, ce qui fait des fois 3 VAMA. On parle en jargon policier, c'est Mhm. des vols à main armée. Il y a 3 VAMA parfois par jour sur une île qui fait 13 kilomètres sur 8. Je ne sais pas si vous imaginez. Mhm. C'est Si, tout petit. C'est c'est tout tout petit, petit. mais. Alors, le nord de l'île, c'est français, et le sud de l'île, c'est coupé en deux. Il n'y a pas de frontière en plus entre les deux. C'est le royaume, entre guillemets, des Antilles néerlandaises. C'est le côté néerlandais de l'île, mais avec une responsabilité administrative rattachée à Curaçao pour eux. D'accord? Mhm. Donc, l'île de Saint-Martin, j'arrive dans un contexte très particulier. Et à Saint-Martin, en fait, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous me disiez avoir été blessé là-bas. Alors, il y a trois événements marquants sur l'île de Saint-Martin. Ouais. Je vais commencer par on va dire, du plus petit, entre guillemets, si on peut dire ça, au plus grave. Le premier, c'est je suis sur la plage en maillot de bain, en repos avec ma belle-fille qui a 7 ans à ce moment-là. Jusque-là, c'est paradisiaque. Voilà, jusque-là, c'est paradisiaque. Et je vois arriver 2 gars qui se garent sur le parking à côté de la plage. Et là, je les détecte. Je dis, oula, ça va pas être bon. 2 gars, 2 jeunes qui sortent et qui, je vois, se rapprochent des serviettes. Alors, ils me regardent, ils voient que je les vois, mais ça ne les dérange pas. Mhm. Et ils se rapprochent de serviettes de touristes qui étaient un peu plus loin, à côté d'un bar-restaurant. Et je vois de suite qu'ils vont voler leurs affaires. Donc là, je me pose la question, je dis, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis quand même gendarme en repos, je suis en maillot de bain, j'ai rien. Mais mon devoir, c'est de faire quelque chose. Et donc, de suite, quand je vois qu'ils commencent à mettre la main dans le sac des touristes pour leur voler le sac ou leurs affaires, eux, pendant ce temps, les touristes sont dans l'eau en train de se baigner. Je me lève de suite, je les enfin, je leur crie dessus, je leur dis non, Mhm. ne Mhm. touchez pas aux affaires de ces gens-là, Mhm. etc. De mémoire. Ma petite belle-fille de 7 ans qui est à côté de moi, qui me regarde, elle se dit qu'est-ce qui se passe? Et ça va très vite, hein. Ça prend quelques secondes. Ils prennent quand même le sac, ils volent le sac. Mhm. Moi, je me dis que je dois les intercepter. Même en maillot de bain, je vais essayer. Et je me rapproche d'eux pour les intercepter. Et puis là, je vois que ça va être très compliqué parce qu'il y en a un qui me sort une lame de plusieurs centimètres et il s'approche de moi j'ai compris, hein, je vois dans ses yeux, Pour vous planter. ouais, et il veut me planter. Et là, je comprends. De suite, je regarde à côté de moi. J'ai ma belle-fille de 7 ans qui est à côté de moi. Je l'entoure, je la protège. Et je leur dis aux gars, non, vous approchez pas de moi. Donc, les gars, en gros, ils me font comprendre que la seule chose qu'ils veulent, c'est passer, se barrer avec ce qu'ils ont volé. D'accord? Donc, c'est très compliqué pour moi parce que dans mon idée, c'est je veux les intercepter, mais je peux pas. J'ai la gamine à protéger et en même temps, Ouais. l'autre qui a 2 doigts de me planter avec son couteau, j'ai rien. Donc, j'ai dit, de toute façon, l'île est petite, on les retrouvera. Donc, je m'écarte, ils passent.
Ils montent dans leur voiture et là, de suite, j'appelle le centre opérationnel de gendarmerie. Mhm. Je vois la plaque d'immatriculation. De suite, je signale, je donne absolument tous les éléments. Et c'est les. Alors, au moment des faits, ils sont deux. Ils sont deux. Mais dans la voiture, ils vont être trois 1 heure après. Et ils sont interpellés par mes camarades du peloton de surveillance d'intervention. Ça se finit plutôt bien, là, pour l'instant. Ouais, ça se finit plutôt bien. Voilà. Mais Ouais. bon, Mhm. j'ai eu chaud un peu là. Là, Très bien. ouais. Ça, c'était la deuxième. La deuxième, très rapidement, la deuxième, c'est Mhm. je suis en patrouille je suis chef de patrouille avec un chauffeur et un jeune derrière moi, et on doit intercepter on nous appelle par radio en urgence. Et là, on réfléchit pas, hein, c'est quelques secondes. Il faut vite Mhm. intercepter un véhicule qui vient vers nous, donc dans le centre-ville de Marigot. Mhm. Et donc, le centre, qui est l'endroit le plus important de Saint-Martin, Marigot. Et donc, il est poursuivi par un véhicule de gendarmes mobiles qui veulent l'intercepter, mais ils arrivent en discrétion, c'est-à-dire que ils nous font, Ouais. on monte un plan pour les arrêter, on va dire, en Bon, discrétion, mais en plein centre-ville avec plein de monde autour, donc c'est pas simple, mais il faut le faire ouais. en quelques secondes. Et donc, à ce moment-là, j'arrive devant le véhicule intercepté, et à l'intérieur, donc, on m'a signalé trois individus de mémoire armés et qui sont connus pour des VAMA, pour des vols à main Mhm. armée, dans un véhicule volé. Donc, vous voyez, il y avait comment Mhm. dire, tout le contexte. Et donc, Et je les bloque avec mon véhicule, presque par choc contre par choc. Derrière, ben, les gens en mobile arrivent avec leur véhicule. Et à ce moment-là, mon jeune qui était derrière, sa mission, le temps que je sorte avec mon arme pour faire les sommations, ça va très vite, hein. donc, Le en jeune, fait, oui, oui. allez-y. Et le jeune qui est plus rapide que moi, en fait, ben, il sort plus vite que moi et il a un stop stick. Un stop stick, c'est un petit triangle avec des pointes qui permet de mettre ça sous les roues du véhicule pour l'empêcher de s'échapper. Mhm. Mais les choses ne se passent pas comme c'est prévu ou comme dans les films. En fait, les gars, ben, ils font une marche arrière et ils nous foncent dessus. C'est-à-dire que Ouais. moi, ils me percutent la portière. Je n'ai même pas le temps de sortir. Ils me percutent la portière et mon jeune qui est déjà sorti dehors, ben, ils lui foncent dessus. C'est-à-dire ils vont le percuter. Ils vont le percuter. Ils vont le percuter. Ouais. Et en quelques secondes, ben, il a que peut-être une seconde, il se jette dans la voiture. Il se jette dans la voiture et je pense qu'il a échappé très belle. Vous me le disiez justement hors micro, en fait, que vous aviez risqué finalement le syndrome de stress post-traumatique sur ces événements-là. On va dire que c'est plus sur la troisième expérience qui est beaucoup plus forte pour moi. Ça, c'est encore un élément important. Ça nous donne l'occasion, en fait, de justement parler du stress Ouais, ouais. post-traumatique. En fait, je vais juste redonner la définition, en fait, du stress post-traumatique. C'est un trouble de santé mentale qui peut être diagnostiqué et qui survient à la suite d'une exposition à des facteurs de stress psychologique au cours d'un ou de plusieurs événements précis qui sont ou peuvent être traumatisants sur le plan psychologique. Le syndrome de stress post-traumatique, c'est quand même, c'est la chienlit, quoi. C'est vraiment, en fait, le Oui, c'est un bon nombre syndrome. de soldats, en fait, qui reviennent de PEX, en fait, ont ce syndrome, en fait. Euh, vous allez nous en parler un petit peu plus longuement, en fait, quand on va évoquer, et c'est notre dernière partie, en fait, d'émission, les associations dont vous présidez, en fait, d'aide aux anciens militaires, en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces associations? L'association Implique Action et l'association LACAP. Oui, bien sûr. Je voudrais, bien sûr, sur les associations, je vais vous en parler parce que c'est le lien avec les syndromes post-trauma. Je voudrais juste donner l'anecdote la dernière anecdote Ah oui. sur la motocross au cours d'une patrouille, je fais signe à une motocross qui faisait des roues arrière avec un jeune sans casque de s'arrêter. Il ne s'arrête pas et il vient me percuter volontairement, presque à deux doigts de m'arracher le bras, ou je dirais tout le côté gauche, tout mon côté gauche. Là, j'ai eu très chaud puisqu'il m'a percuté. Il devait être à 60-70 à l'heure en roue arrière Ouais. C'est avec sur une cette motocross. expérience-là que ça marque. Ouais, ça marque. Alors, je dirais que moi, je m'en sors bien en termes de syndrome post-trauma par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Mais d'autres camarades le vivent beaucoup plus difficilement, Oui, c'est ce qu'on que ce disait. soit policiers, gendarmes,
militaires, forces spéciales, pompiers, je veux dire, tous les gens qui sont confrontés au danger et qui se font agresser peuvent tomber dans un plus tard. Alors ça peut être de suite, ça peut être Oui, mais plus les tard. victimes du terrorisme aussi. Les victimes du terrorisme, je veux dire, dès qu'on subit une agression très forte, une agression, une blessure violente, tout cela peut déclencher des syndromes post-trauma et ça peut se déclencher des fois bien des années après. Ouais. Je discutais avec la représentante de l'Association nationale des victimes du terrorisme espagnol, que je connais, elle s'appelle Anna, et elle me disait que bien, même 40 ans après, les victimes du terrorisme espagnol de l'ETA, ben, ils sont beaucoup de victimes, des fois, ben, se déclarent peut-être 30 ans après. Voilà. Donc, si Très vous bien. voulez, c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous ceux qui subissons des violences ou qui avons un métier dangereux avec des expériences fortes. On peut subir, entre guillemets, subir, parce qu'on le subit, hein, le syndrome Ouais. post-traumatique Et c'est dur. qui, se- qui, se- qui peut se déclarer de différentes façons et bien des années après. Alors, Et si vous voulez bien, en fait, on va se taper sur la partie associative, en fait, la partie mm, association implique action. Euh, Elle aide les anciens militaires dans le cadre de la reconversion professionnelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, en fait, de cette association? alors, l'association Implique Action est une association qui existe de mémoire, je crois, depuis déjà une quinzaine d'années. Nous sommes à peu près 700 membres répartis sur tout le territoire national. On a aussi des membres en Outre-mer, au Canada et en Afrique. On est tous anciens militaires de toutes les armées, de tous les services et de tous les grades. Donc, c'est une association dont le but est de venir en aide à tous les militaires, anciens militaires, sortants ou qui sont déjà sortis des armées dans le cadre de leur reconversion professionnelle. À ce titre, moi, je suis sur Perpignan, parce que j'ai rien à cacher, donc Mhm. je dis, j'habite à Vous Perpignan. pilotez, en fait, Je sur le groupe. pilote, voilà, je pilote le groupe de Perpignan. On a commencé à 20 il y a à peu près 2 ans. Là, on est une centaine de membres et j'organise régulièrement des réunions où je fais venir des chefs d'entreprise, des spécialistes RH, Donc, c'est une association implique action qui est en pleine croissance. qui est en pleine croissance, oui, oui. Et puis surtout, je vous dis, c'est très vif, comment dire, c'est très vivant. C'est très vivant parce que tous les 2 mois, j'organise des réunions où j'ai à peu près entre 40 et 50 personnes qui viennent, et des chefs d'entreprise, des spécialistes RH, des organismes de formation, des experts dans différents domaines pour donner des idées de reconversion à mes camarades. Et Et tout, et tout si on ça, c'est devait en du. citer une parmi nombreuses, en fait, suggestions Un de exemple. reconversion, un Un exemple. exemple, un exemple, ben, j'ai un camarade qui, on ne le citera pas, on ne citera pas son nom ni rien, Non, non, je dirais qui pour lui va très bien, mais nous avons détecté que il était un peu en syndrome post-trauma, ouais. on va dire pas trop fort, mais quand même petit post-trauma par rapport à ses différentes expériences dans l'armée. Et on l'a aidé à trouver un travail, je dirais, dans tout ce qui est la logistique et le transport. Voilà. Ah, super. Et, et, et tout Une ça s'est fait belle. dans la confiance, puisque ça se fait dans la confiance que on nous a demandé notre avis. On lui a dit que c'était quelqu'un de confiance Et et qu'il depuis, fallait il va prendre. très Et bien. depuis, En fait, il m'a mais dit depuis, il travaille là-bas et ça se passe très bien. Voilà. le travail tranquillement. Très bien. Voilà. Il y a une autre association, en fait, dont vous présidez, en fait, c'est la CAP. Alors, je précise pour les deux associations, je ne préside pas, Ah je non. suis juste que membre Ouais. pour celle de Perpignan, l'implication pour les anciens, la reconversion des anciens militaires. Je suis le délégué régional pour les Pyrénées-Orientales pour Oui. l'implication. Et Mhm. pour la CAP, je suis juste un membre De enfin l'association. un membre, comment je peux Actif. dire ça? Référent. Alors, c'est un membre quelque part à ma façon, puisqu'en fait, l'association LACAP sélectionne et forme des chiens d'assistance pour les syndromes post-trauma. D'accord. Et donc, à ce titre-là, je suis cette association dans les réseaux et j'en fais la publicité. Quand Je vous fais. dites en fait les chiens d'assistance, en fait, pour qu'on se représente bien ce que c'est, par exemple les assistances en fait de syndrome post-traumatique, comment on peut se représenter ça? C'est des chiens qui aident les personnes souffrant de ce syndrome à Oui, surpasser le stress? Comment ça se oui. passe? Alors,
Alors, ce sont des chiens, comme on pourrait dire, par exemple, ça aurait pu être des chiens les chiens de guide d'aveugle, pour d'autres thématiques, mais ces chiens-là, ils sont entraînés et sélectionnés. La plupart du temps, ce sont des labradors et des golden retrievers qui sont sélectionnés et formés pour accompagner des personnes qui ont souffert de graves, cette fois-ci, de graves syndromes, qui sont dans un grave syndrome post-trauma. Mhm. Et donc, je donne un exemple, par exemple, un camarade à moi, un ancien des forces spéciales, qui a fait 20 ans de forces spéciales, qui est ressorti bien impacté et dont, ben, depuis maintenant, je crois, un an et demi, je ne sais plus exactement, il a bénéficié d'un chien d'assistance. Ça lui a permis de reprendre goût à la vie, Ah oui, comment dire, oui, ça de va se aider. restructurer en famille, parce qu'il a des enfants encore jeunes. Son Mhm. épouse, alors tous les deux, je les ai fait témoigner au cours d'une de mes soirées. Ça nous a beaucoup impacté Mhm. leur, euh, leur témoignage, parce que c'était très poignant quand l'épouse expliquait ben, qu'elle avait recommencé à revivre depuis que ce chien était rentré dans leur vie. Son Ouais, c'est mari avait une recommencé à ben, avoir envie de faire des choses, à sortir. Les cauchemars de la nuit aussi, ben, c'était mieux géré avec le chien, etc. Vous voyez, plein de choses comme ça bel exemple, en tout cas, de dont ceci. l'efficacité de ces Voilà. chiens d'assistance, en De fait, la CAP. de Je nos rappelle amis ouais, canins, avec ouais, l'association LACAP voilà. et l'association Implique Action. Il y a deux autres associations, en fait, dont on avait discuté. Il y a l'Association internationale des membres des forces de sécurité et de secours. Oui. L'AMC, AMCSE, qui est une association qui regroupe tous les gens qui touchent à la sûreté et sécurité, que ce soit public ou privé, dont le siège est en Espagne et pour lequel je suis le représentant en France au sein de cette association. Et pour parfaire le volet associatif, en fait, il y a l'association Gendarmes de Cœur Oui, qui Gendarmes vient de cœur, c'est une association dans laquelle je suis membre et membre du bureau aussi depuis plusieurs années. Et la mission de cette association, c'est de venir en aide aux familles de gendarmes qui ont été impactées par la vie. On aide aussi les enfants gravement malades de nos camarades gendarmes, etc. Donc, c'est une association qui fonctionne bien et qui aide financièrement par des dons qu'elle reçoit. Elle aide nos camarades, nos familles de gendarmes qui ont été impactés par la vie de différentes façons. Thierry, voilà qu'on approche de la fin de l'émission, malheureusement, mais il y a le mot de la fin que je vous laisse. Vous pouvez dire ce que vous souhaitez à vos frères d'armes. Ben, je dirais à mes frères d'armes que je leur souhaite de vivre les mêmes expériences que moi, euh, de pouvoir voyager autant que j'ai voyagé, de faire ce métier-là avec passion et, lorsqu'ils auront des obstacles, parce il y en aura toujours. Les obstacles, ça peut être des obstacles hiérarchiques, ça peut être plein de différentes problématiques Hmm. dans leur travail. Mais il faudra qu'ils soient pugnaces, de ne pas lâcher, de se donner des buts, et chaque fois qu'on nous donne des buts, de faire le maximum pour y aller, pour les obtenir. Je dirais qu'une carrière, pour moi, souvent je résume ça pour les jeunes, c'est être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et se créer, comment dire, et chercher à faire le bien autour de soi et développer la confiance. Développer la confiance autour de soi, c'est le plus important, quoi qu'on fasse. C'est le mot de la fin. Thierry, je vous remercie d'avoir participé à l'émission des ondes clandestines. Avec vous, on a pu voir plein de choses. On a voyagé, Nicaragua, Irak, Saint-Martin, en fait, des zones qui sont difficiles en fait pour nos militaires qui voilà, dans la tenue. Et puis je rappelle le tissu associatif avec Implique Action, l'association nationale qui aide les militaires dans le cadre des reconversions professionnelles, et l'association LACAP, en fait, que j'ai une affection pour cette association parce que les chiens d'assistance pour les syndromes post-traumatiques, il faut se rappeler de ce nom-là, LACAP et Implique Action. Voilà, merci Thierry en fait, d'avoir participé avec moi à cette émission. Et puis moi, je referme ce volet pour vous donner rendez-vous pour un prochain
univers de la sécurité. Merci. Merci beaucoup de votre gentillesse de m'avoir permis de pouvoir Mhm. m'exprimer Mais m'exprimer aujourd'hui. c'est tout naturel. Au Voilà. revoir. Au revoir.